для защиты России и нашего народа. L'option de la guerre peut apparaître a priori la plus rapide. But there's only one guaranteed way you can have peace. زلزال أمني وعسكري وسياسي ونفسي ومعنوي. They are fighting for the right of self-determination. 13 gone and not forgotten. We got 18 on Mountbatten. احنا مستعدين لاي اشتباك وفي اي لحظه وفي اي وقت. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. Des centaines d'hommes masqués défilent dans un camp du sud Liban. L'offensive israélienne lancée depuis hier sur le sud Liban progresse rapidement. Ils ont récupéré du matériel militaire en Syrie, de l'artillerie et des véhicules blindés. Aujourd'hui, les Israéliens se sont emparés du château de Beaufort, une place forte palestinienne. Ils ont décidé que ce dimanche était la journée de la résistance et de la libération. En 2023, la résistance islamique libanaise est donc un mouvement armé qui peut déployer plus de 30 000 hommes disciplinés et bien entraînés, et qui serait doté également d'un arsenal complet de drones et de plusieurs dizaines de milliers de vecteurs, roquettes ou missiles, dont certains capables d'atteindre Tel Aviv. Cette structure militaire compétente, ayant chassé les Israéliens en mai 2000 et remporté contre eux une victoire en août 2006, est adossée à un parti politique ainsi qu'à un grand nombre d'institutions sociales, caritatives, médicales, éducatives, religieuses ou autres, qui encadrent leurs partisans au sein de ce que l'on pourrait nommer la société Hezbollah. Le chiisme, qui désigne originellement un groupe de partisans ou de disciples de l'imam Ali, est un courant minoritaire de l'islam, présent surtout en Iran, Irak, au Pakistan, en Afghanistan, en Inde également, mais aussi au Yémen, en Syrie et donc au Liban. Ces fidèles pensent que les meilleurs connaisseurs du Coran, et donc les plus aptes à protéger la Sunna, soit la tradition et les pratiques du prophète, sont à choisir parmi sa famille, en particulier son successeur, Ali ibn Abi Talib, son cousin et gendre, et un des premiers hommes à accepter l'islam, au contraire des sunnites qui, eux, reconnaissent le califat. Pour les chiites, le pouvoir, lorsqu'il est détenu par des dirigeants considérés comme illégitimes, est à rejeter. Cela prédispose donc ses fidèles à adhérer à des partis ou des mouvements contestataires, voire révolutionnaires. Leurs guides, au sein de la communauté, sont les imams, soit ceux choisis parmi les descendants du prophète Mohammed par Fatima, sa fille, et Ali, son gendre. La mémoire de la communauté chiite est traumatisée par la mort en 680 à Karbala du troisième imam, Hussein, ce qui va fonder un socle commun et faire naître une série de rituels spécifiques au culte chiite duodécimain. Cet événement fondateur va donner une conscience chiite du martyr comme mort exemplaire. Elle est commémorée chaque année lors de Ashura. Pour les chiites, l'histoire désigne deux catégories d'acteurs, les bourreaux et les martyrs. Les chiites du Liban Sud avaient donc les plus solides motivations pour adhérer en masse aux idéologies de changement radical du système politique. C'est en quelque sorte la façon dont on pourrait définir le Hezbollah et sa trajectoire jusqu'à aujourd'hui. Plus qu'un parti politique, et bien plus qu'une simple officine des services iraniens, la résistance islamique au Liban est un objet complexe et il est difficile de s'en approcher du fait de sa clandestinité, due à l'état de guerre permanent avec Israël depuis sa création. Le récit de cette guerre que nous faisons ici s'appuie notamment sur le témoignage exceptionnel d'un haut responsable militaire du Hezbollah, Jawad, que nous avons pu rencontrer à Beyrouth en septembre 2025. Au cours de ces 14 épisodes que compose ce documentaire, nous débattons de ce conflit, de l'axe de la résistance, de ses chefs, de son histoire, de son infiltration, des assassinats, de l'utilisation de l'intelligence artificielle, des objectifs et des moyens de cette guerre, des stratégies et des tactiques utilisées, ou encore des conditions du cessez-le-feu, mais surtout des enjeux d'une guerre asymétrique. Le sujet de ce documentaire, la guerre, la stratégie militaire,
est évidemment très sensible et certains propos, tenus par des intervenants qui n'engagent qu'eux-mêmes, pourraient heurter des auditeurs. Cependant, l'objectif reste d'apporter des éléments à un débat public et de débattre de faits, de positions politiques affirmées par plus d'une quinzaine d'intervenants au cours de ces 14 épisodes. Ils sont chercheurs, analystes, anciens officiers ou membres des services de renseignement, et l'auteur ou les producteurs de ce podcast ne partagent pas forcément leur point de vue. Il s'agit de Aurélie Daher, chercheuse, spécialiste du Hezbollah et autrice d'un livre majeur sur la question, de Bernard Ourcade, directeur de recherche émérite au CNRS, géographe et spécialiste de l'Iran, de Rafi Madayan, ancien responsable du Parti communiste libanais, docteur en sciences politiques et analyste en relations internationales, de Walid Charara, journaliste au quotidien libanais Al-Akhbar et analyste en relations internationales, ainsi que de Hussein Haj Hassan, ancien ministre et député du Hezbollah, membre fondateur du mouvement en 1982. Je m'appelle Emmanuel Hériart et vous écoutez Récit stratégique, la guerre asymétrique au XXIe siècle, le cas du Hezbollah libanais, un podcast produit par Images d'ici et d'ailleurs. Épisode 3. De quoi le Hezbollah est-il le nom ? Notre récit va nous faire remonter en amont de la création du Hezbollah, à la suite de l'occupation israélienne de Beyrouth en 1982. En effet, il faut remonter jusqu'au début du XXe siècle pour comprendre le contexte de sa création et l'évolution de cette militance chiite au Liban, ainsi que de sa filiation avec d'autres mouvements religieux ou politiques palestiniens ou libanais de gauche. C'est donc dans un Liban, en pleine ébullition politique, où une très petite minorité s'accapare plus d'un tiers des richesses du pays, et où l'âge d'or, souvent mis en avant, ne profite qu'à certains autour de la piscine du Saint-Georges, un hôtel emblématique des clichés de cartes postales de l'époque, et beaucoup moins à celles et ceux que l'on ignore plus à l'est, au sud ou dans la ceinture de misère entourant la capitale. C'est souvent là que logent les ouvriers chiites qui ont dû fuir le sud, la région la plus sous-développée, qui depuis 1948 s'est coupée de sa relation sociale et économique avec la Palestine. Pour comprendre celle-ci, il faut se rappeler qu'il n'existait pas de frontière entre les deux pays jusqu'au traité de San Remo en 1919, que la wilaya de Saïda, ville située à 45 km au sud de Beyrouth, englobait alors la quasi-totalité du nord de la Palestine, et que plus à l'est, la wilaya d'Aqqa, soit Saint-Jean d'Acre, incluait une partie du sud Liban. Au Jabal Amil, le sud Liban, cette région semi-montagneuse liée donc à la Palestine, les chiites, qui s'y sont installés à partir du XIVe siècle, suite aux persécutions des Mamelouks, sont majoritaires et souvent très solidaires du sort des populations sunnites palestiniennes. Depuis les débuts du projet sioniste, dans les années 1920, on aborde souvent cette partie du Liban, jugée comme stratégique d'un point de vue militaire, mais aussi disposant de grandes ressources en eau, avec notamment son fleuve Litani, comme faisant partie du futur État israélien. Et depuis le cessez-le-feu en 1949 entre le Liban et Israël, les violations de la frontière ou les attaques en territoire libanais sont très nombreuses et ne cessent de s'accroître. Ainsi, en 1967, alors que le Liban n'est pas parti au conflit, Israël va s'arroger le droit d'annexer 11 hameaux du village de Sheba et une partie des flancs sud et ouest du mont Hermon. Le jeune État libanais, dont la formule précise que sa force réside dans sa faiblesse, est incapable, déjà, de protéger le sud et ses habitants qui se sentent délaissés et coupés de leur milieu social et économique, qui se trouve désormais derrière une frontière. Il ne faut pas oublier aussi un autre fait majeur, c'est que le sud Liban, en réalité, est une zone qui a été une zone de conflit avec Israël depuis la Nakba palestinienne, depuis 1948. Walid Charara, analyste, spécialiste du Hezbollah. En réalité, cette zone a toujours été une zone convoitée par Israël, une zone où la partie israélienne se livrait à des incursions, à des attaques qui vont s'accentuer à partir de la fin des années 60, et le Sud-Liban va devenir en réalité une ligne de front avec Israël. D'habitude, lorsque des analystes parlent du conflit israélo-arabe, beaucoup se concentrent d'abord sur ce qui se passait en Palestine, ce qui est normal parce que le peuple palestinien a subi une purification ethnique en 1948. Ensuite, l'État d'Israël s'est lancé dans une conquête
de nouveaux territoires palestiniens en 67, la Cisjordanie, Gaza, Jérusalem-Est, mais très peu d'attention a été accordée à ce qui se passait dans les pays alentours, notamment au sud Liban, qui était une zone qui subissait les agressions israéliennes et où les populations étaient convaincus qu'ils risquaient de connaître le même sort que les Palestiniens, c'est-à-dire d'être expulsés de leur village, que cette zone soit à un moment ou à un autre envahie par Israël, occupée, colonisée. Il y avait cette conscience au sud Liban, ce qui explique que beaucoup de militants, de mouvements au sud Liban se sont très vite liés à la résistance palestinienne. Beaucoup ont intégré même les rangs de la résistance palestinienne parce qu'ils considéraient qu'il était important non seulement d'affirmer une solidarité aux côtés du peuple palestinien considéré comme un peuple frère, mais que c'était aussi une nécessité pour défendre le Sud-Liban. Depuis le pacte national libanais de 1943, qui règle le partage communautaire du pouvoir, les chiites se sont retrouvés à n'occuper que des postes et des rôles secondaires. Dans ce contexte, il faudrait, si nous en avions le temps, suivre le parcours de deux clercs libanais, descendants donc du prophète Mohammed, Moussa Sader, qui fondera le parti Amal, et Mohamed Hussein Fadlallah, à qui l'on prête d'être, à sa création, le chef spirituel du Hezbollah, et quasiment donc leur consacrer une série complète à chacun d'entre eux. Malheureusement, l'angle choisi pour ce documentaire étant celui du récit stratégique, et non pas historique, religieux ou sociologique. Je vous renvoie aux nombreux ouvrages sur le sujet, écrits en français notamment, par certains intervenants de ce podcast, notamment Aurélie Daher, de Chiara Calabrese, ou encore du livre écrit par Walid Charara et coécrit par le regretté Frédéric Daumont, Le Hezbollah, un mouvement islamo-nationaliste datant de 2007, mais toujours d'actualité. Car ces deux personnalités, à travers leurs discours ou leurs actions sociales et politiques, font faire passer, et je caricature à peine, les chiites de simples cireurs de chaussures à des acteurs incontournables dans la région. Ces deux personnages clés du chiisme libanais et de son évolution contemporaine vont prôner deux voies pourtant différentes. L'une réformiste, avec Moussa Sader, et l'autre révolutionnaire, à travers les discours et les fatwas de Mohamed Hussein Fadlallah, qui, dans sa mosquée de Bir al-Abed, dans la banlieue sud de Beyrouth, va former une partie des futurs cadres du Hezbollah et va légitimer, entre autres, théologiquement, la résistance armée contre l'occupation, ainsi que les opérations suicides, sur lesquelles nous reviendrons. Fadlallah est né en 1935 à Najaf, en Irak, d'une famille originaire du sud Liban. Il y suivra des études théologiques et à 31 ans, retourne au Liban, où il se rapproche de l'imam Mohamed Bakr al-Sadr, l'une des figures de l'islamisme contemporain, et surtout, membre fondateur du parti Dawa. Cette dernière structure a été créée en Irak dans les années 1950 et représente la principale formation chiite islamiste jusque dans les années 1970, qui s'étend bien au-delà des frontières irakiennes, en s'implantant notamment dans les Émirats, en Arabie Saoudite ou au Liban. Contrairement à la confrérie des frères musulmans sunnites, il ne fonde pas sa stratégie sur l'islamisation par le bas, en poussant la société à se réformer, mais se développe comme une avant-garde d'une organisation léniniste clandestine. C'est en fait, si l'on résume, une école de cadres qui va compter des milliers de militants au Liban à la fin des années 1970, dont Mohamed Rad, Abbas al-Moussaoui et Sobit Oufeili, deux secrétaires généraux du Hezbollah, sur lesquels nous reviendrons. Mais la seconde voie n'est pas pour autant à négliger dans la construction du futur Hezbollah. Ainsi, Moussa Sader, en s'installant au Liban, va tenter de remédier à cette marginalisation dans laquelle la communauté chiite est reléguée depuis bien longtemps, que ce soit sous l'Empire ottoman, le mandat français ou la jeune République libanaise. Sur le plan politique, en créant en 1967 le Conseil supérieur chiite, puis en 1970 le Conseil du Sud, afin d'aider déjà à reconstruire la région en proie aux bombardements israéliens en représailles aux actions des fédayines palestiniens.
Puis il lance le mouvement des déshérités en 1974, qui ne se cantonne pas au départ à la communauté chiite et souhaite endiguer le sous-développement général du pays. Le réformiste qu'il est va pourtant soutenir l'idée que c'est aussi par les armes que la libération surviendra, notamment en créant la milice Amal, soit l'acronyme en arabe que l'on traduirait par bataillon de la résistance libanaise, avec lequel il souhaite assurer la défense des chiites, notamment au moment où se déclenche la guerre civile libanaise. Et lorsque l'imam Moussa Sadr va commencer à être très actif au Liban, Walid Sharaha, à partir du début des années 60, il va consacrer une attention particulière à ce qui se passait au sud Liban. Il va réclamer que l'État libanais arme les habitants du sud Liban dans la lutte contre l'éventualité d'une invasion israélienne. Donc il y avait déjà au sud Liban une très grande crainte de la possibilité d'une invasion israélienne, et ces craintes vont être confirmées parce qu'en 1978, l'armée israélienne va envahir le sud Liban et occuper ce qui sera ensuite appelé la bande de sécurité, toute une partie du sud dans laquelle se trouvaient aussi des villes du sud, la ville de Mentejbel, la ville de Khiam, et de très nombreux villages vont être occupés en 78. Et lorsque Israël envahit le Liban en juin 82, le 6 juin 82, l'invasion a lieu à partir de ces zones libanaises qui étaient déjà occupées. C'est ce mouvement réformiste que le jeune Hassan Nasrallah, futur secrétaire général du Hezbollah, va rejoindre en 1978. Lui, qui est issu d'une famille très modeste, mais peu religieuse, habitant dans les quartiers est de la capitale, et qui va en être expulsé par les milices chrétiennes d'extrême droite. C'est lui qui participera à la création du parti révolutionnaire fidèle aux idées et aux guides de l'ayatollah Khomeini qui dirige l'Iran depuis 1979. Combattant islamiste qui était au sein du mouvement Amal. Rafi Madayan, ancien responsable du Parti communiste libanais. L'Amal islamique, où les sympathisants de la révolution iranienne de Khomeini au sein du mouvement Amal, qui étaient présents pendant les combats de Khalde et Ouzaï aux alentours de Beyrouth pendant l'invasion israélienne, n'était pas encore organisé en tant que mouvement de résistance islamique en 83, même en 84. Et voilà, c'est le produit de cette histoire. Walid Sharaha. Toute l'histoire du conflit entre Israël et le peuple palestinien, mais aussi Israël et l'environnement arabe, notamment le Sud, qui va connaître de très nombreuses agressions et où vont commencer à se structurer des mouvements et des groupes pour résister à l'occupation israélienne. Mais il y a aussi l'impact politique et idéologique de la révolution iranienne. Donc, à partir de 82, de très nombreux groupes qui avaient commencé à discuter avant l'invasion de la nécessité de créer un mouvement dont l'objectif premier et central est la lutte contre l'occupation israélienne du Sud-Liban, considérée par les responsables israéliens, et ce depuis 1948, comme étant le talon d'Achille du monde arabe, c'est-à-dire un pays qui n'a pas les moyens de se défendre, un pays qui connaît beaucoup de problèmes en interne à cause de la nature de son système politique, système basé sur la représentation communautaire, qui pouvait facilement être pris pour cible par une puissance militaire comme Israël soutenue par l'impérialisme américain, afin de lui imposer son diktat, une volonté d'imposer au Liban un système politique pro-israélien. C'était d'ailleurs l'objectif de l'invasion israélienne de 82. Les objectifs, c'était de chasser la résistance palestinienne au Liban, mais aussi de porter au pouvoir une force politique, les forces libanaises, dirigées à l'époque par Béchir Gemayel, qui était prête à s'allier à Israël et à faire partie d'un ordre israélo-américain au Moyen-Orient. On ne peut pas comprendre la naissance du Hezbollah en dehors de ce contexte historique et géopolitique. Hezbollah a été créé en 82. Hussein Haj Hassan, député et ancien ministre du Hezbollah. Mais les dirigeants de Hezbollah, les leaders de Hezbollah, je les connaissais depuis 76, 77. Et je suis l'un d'eux, hein, en tout cas. Il est parti de quelques dizaines ou centaines de membres d'Iran
est devenu allié à la résistance depuis l'année 1979. Mais la résistance libanaise a été créée par l'imam Moussa Sadr en 1970. Et la résistance libanaise a été créée par le Parti communiste, le Parti nassérite, le Parti national socialiste, par des gens comme Anis Nakash. L'Iran est venu dans la région aider la résistance et non pas créer la résistance. S'il n'y a pas des Libanais qui veulent résister, qu'est-ce que peut faire l'Iran? Que ce soit au Liban, en Palestine, en Syrie, en Jordanie ou n'importe où. Elle ne peut pas créer des Libanais pour résister. Elle peut aider les Libanais qui veulent résister. C'est là la nuance essentielle. Arrêtons-nous un court instant sur la personnalité de Anis Nakash, que Hussein Hajjassan vient d'évoquer, en cela que son parcours exceptionnel témoigne de cette bascule des mouvements de gauche pro-palestiniens au Liban vers le chiisme révolutionnaire. Si ce militant libanais est surtout connu en Occident pour avoir mené le commando qui a tenté d'assassiner à Paris l'ancien Premier ministre iranien Chapour Bakhtiar, lui valant 10 ans d'incarcération, il a en fait mené bien d'autres opérations auparavant en Europe et au Liban, sous l'égide de la résistance palestinienne. Il y milite dès la fin des années 60 dans les milieux de gauche et dirige plus tard des camps d'entraînement militaires où il reçoit d'ailleurs des militants iraniens. Au moment de la révolution iranienne, il va voir dans l'islam une force motrice des sociétés arabes dont il ne voudra pas se détourner. De retour d'un voyage en Iran, il est de ceux qui souhaitent islamiser la résistance palestinienne et commence ainsi à faire référence à l'imam Khomeini dans les journaux que ces mouvements publient à Beyrouth. Il se convertit au chiisme et deviendra un proche du guide à qui il va proposer de constituer les Pasdaran, soit les gardiens de la révolution islamique en Iran. Vous avez raison de dire que Anis n'a jamais été membre du Hezbollah. Walid Sharaha. Anis a été un compagnon de route de la résistance, d'abord palestinienne, au sud Liban, puisqu'il a rejoint les rangs du Fatah en 1968, et il sera ensuite un militant très proche de la direction du Fatah, notamment du chef militaire du Fatah, Khalil Wazir, Abu Jihad, et il a joué un rôle très important dans toute cette période qui va s'étaler entre 68 et 80. Anis Nakash va être l'un des militants les plus dynamiques, on va dire comme ça, du Fatah. L'un des militants parmi les premiers militants qui voyaient déjà que, avec l'arrivée de la résistance palestinienne au Liban, l'arrivée massive des combattants palestiniens au Liban, après les massacres de septembre 70 en Jordanie, que l'éventualité d'une agression israélienne à grande échelle contre le sud Liban devenait de plus en plus probable. C'est pour cela que, très jeune déjà, il allait avec d'autres camarades à lui dans le sud Liban, 70, 71, 72, pour inciter à créer des cellules combattantes dans les villages frontaliers en préparation d'une éventuelle attaque israélienne contre le sud Liban. Et Anis, durant cette période, durant sa phase de militantisme au sein du Fatah, va rencontrer les révolutionnaires iraniens. Le nombre de révolutionnaires iraniens qui appartenaient à des courants différents. Il y avait des révolutionnaires islamistes qui se revendiquaient de la ligne de l'imam Khomeini, mais il y avait aussi des militants de gauche, de différents groupes, qui tous avaient des liens avec la résistance palestinienne. Et Anis va se lier d'amitié avec un groupe de militants révolutionnaires iraniens qui étaient d'orientation islamiste, Mohammad Saleh Husseini et Jalal-Din al-Farsi et nombre d'autres. Rafiq Dost, qui sera le fondateur des Gardiens de la Révolution. Et Anis va, quelque part, être l'une des figures de cette génération qui va, avec le développement de la contestation populaire en Iran et puis la transformation de cette contestation en révolution, va être l'un des éléments qui va travailler concrètement avec les révolutionnaires iraniens pour aider à la victoire de la révolution iranienne. Et l'action de Anis sur le terrain au sud Liban va l'amener à reconsidérer sur le plan
intellectuelle, un certain nombre de convictions, notamment les convictions qui étaient liées au rôle que peut jouer l'islam dans la transformation révolutionnaire. Que, contrairement à ce que pensait une certaine gauche arabe qui considérait qu'il fallait séparer le politique du religieux, qu'il ne fallait pas investir le champ religieux et mobiliser les ressources spirituelles et symboliques des populations dans le combat contre les régimes tyranniques au pouvoir ou la domination américaine à l'extérieur. La compatibilité des idées marxistes, notamment avec ces révolutionnaires d'Iran, vient entre autres du fait que pour Khomeini, le monde ne se divise pas en Dar al-Islam et en Dar al-Harb, soit le domaine de l'islam contre le domaine de la guerre, comme l'islamisme classique, notamment des frères musulmans, l'affirme, mais en oppresseurs et déshérités, notion très semblable à celle des damnés de la terre de Frantz Fanon. La révolution iranienne a apporté un démenti par la réalité Walid Shara. De ces thèses qui considéraient que l'islam ne pouvait pas jouer un rôle central. Une certaine interprétation de l'islam a joué un rôle très important dans la mobilisation d'une nette majorité d'Iraniens contre le régime du Shah et dans son renversement. La révolution iranienne a ceci de particulier, ça a été la première grande révolution populaire qui a conduit au renversement d'un des pouvoirs les plus tyranniques de cette région du monde, c'est-à-dire le Shah d'Iran. Cet événement, c'est-à-dire le renversement de ce régime par une révolution populaire, a eu un effet de tremblement de terre dont les ondes n'ont pas cessé de se faire ressentir pendant de longues années. Et parmi ces ondes, il y a aussi la structuration et puis l'émergence d'une résistance qui se réclame de la ligne de l'imam Khomeini au sud Liban. Anis Naash a été un compagnon de route de toute cette force qui était en train de se structurer. Il a connu une partie des acteurs qui à un moment appartenaient à la résistance palestinienne ou appartenaient au mouvement Amal, qui étaient tous captés par les événements d'Iran et qui se rapprochaient de plus en plus des thèses de l'imam Khomeini. Il les a connus de près durant sa présence au Liban avant 1980 et beaucoup ensuite après l'invasion israélienne du Liban en 82 et le départ des forces de l'OLP, vont se retrouver au Hezbollah. À l'image de Anis Nakash, un certain nombre de militants et de cadres importants du Hezbollah se sont aussi formés au sein de la gauche libanaise, voire au sein même du Fatah palestinien, le parti de Yasser Arafat, fondé en 1959, qui est l'acronyme inversé de ce que l'on pourrait traduire par Mouvement de libération nationale de la Palestine, qui lança depuis 1965 des opérations de sabotage et de guérilla revendiquées par sa branche armée, Al-Sifa, la Tempête. Le Fatah donc est déployé au Liban, notamment depuis l'opération Septembre Noir, qu'il a chassé de Jordanie en 1970. Il a installé ses bureaux dans l'ouest de Beyrouth et dispose de camps d'entraînement pour ses combattants, notamment dans la Beka, à l'est du Liban. C'est dans ces camps que les Palestiniens, les Libanais et les futurs révolutionnaires chiites iraniens vont se rencontrer, car ceux qui vont devenir par la suite les Pasdaran, soutenant le Hezbollah à partir des années 1980, vont dans les années 1970 s'entraîner auprès des factions palestiniennes au Liban. Tout à fait. Il faut voir que dans les années 70, donc c'est la guerre froide. Bernard Ourcade, géographe, directeur émérite du CNRS, spécialiste de l'Iran. C'était la cause palestinienne, la lutte d'Arafat, la lutte des Palestiniens, tous les conflits qu'il pouvait y avoir du Vietnam à la Palestine. Et donc, tous les mouvements révolutionnaires cherchaient à avoir une branche armée. C'est pas spécifique à l'Iran. Et il y a donc eu un groupe d'Iraniens très limité, finalement, qui ont rejoint Khomeini, qui était peu connu, mais que dans les milieux islamiques, il représentait quelque chose. Et les révolutionnaires ont dit, tiens, Khomeini est là, un religieux, ça peut donner une base populaire à notre idéologie révolutionnaire d'intellectuels marginaux, finalement, et faire une jonction entre l'islam et la révolution militaire ou armée, éventuellement. Et dans un certain nombre de gens proches de Khomeini, mais c'était très flou, ont profité d'être stagiaires dans les camps d'entraînement de Libye, de Palestine ou d'ailleurs, avec le Fatah, avec le FLP et tous les groupes terroristes palestiniens, entre guillemets. Et donc, mais les Iraniens n'étaient pas le cœur du système. Ils profitaient, si vous voulez, de la formation et de l'expérience des Palestiniens pour pouvoir faire quelque chose. Et ils ont effectivement ensuite été les premiers à dire à Khomeini,
qu'il fallait quand même être sérieux maintenant et de pouvoir avoir une force militaire capable de défendre le pays. L'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP, a conclu au Caire un accord qui consacre le droit des Palestiniens à mener des attaques contre Israël à partir du territoire libanais. Parmi ceux qui vont rejoindre le mouvement se trouve le futur chef militaire du Hezbollah, Imad Mournier, qui fut formé à partir de 1977 par Anis Nakash. Anis, à un moment, a dirigé un camp d'entraînement à Damour en 1977-78. Walid Sharaha. Et durant cette période, une partie des militants qui vont ensuite jouer un rôle important dans la création de l'aile militaire du Hezbollah se sont retrouvés dans ce camp avec d'autres militants qui venaient d'autres horizons. C'est quelqu'un qui a eu des relations très serrées et qui a connu Imad Mournier très jeune. Imad Mournier était bien plus jeune que lui. Je crois qu'il l'a connu en 77 ou 78. Mais ensuite, Anis, il va passer 10 ans en prison. À sa libération, à son arrivée d'avion à Téhéran, il a été accueilli par un groupe de personnes, de ses anciens amis iraniens, et un jeune homme s'est rapproché de lui, un jeune homme qui était plus très jeune, et lui a dit « Est-ce que tu te rappelles de moi ?» Donc Anis lui a dit « Non, pas vraiment. » Il lui a dit « Je suis… » Il m'a dit « Tu m'as entraîné en 77-78, et là, je suis… » Il a fait partie du comité d'accueil, et les deux hommes sont restés très, très proches, très amis. Et Imad Mournier, c'est aussi quelqu'un dont l'itinéraire est assez emblématique de l'évolution de toute une génération. Imad Mournier est originaire du sud Liban et de la région de Tyr. Il va grandir à la banlieue sud, à Chiyah. Il appartient à une famille qui comptait de prestigieux oulémas. Mais lui, au début de son action politique, c'est quelqu'un qui va être proche au départ d'un groupe de militants de l'extrême gauche libanaise qui se faisait appeler le mouvement socialiste révolutionnaire libanais et qui avait mené un certain nombre d'actions spectaculaires contre les institutions américaines au Liban qui préconisaient le renversement du pouvoir libanais par la violence révolutionnaire. C'était un mouvement d'inspiration marxiste-léniniste, maoïste. Imad Mournier, au départ, va être proche de ce mouvement, soutenu par le Fatah. Donc, il va faire la connaissance de Ali Dib, qui était surnommé ici Khadr Saleme ou Abu Hassan Saleme, qui était un responsable militaire important, un jeune originaire du Sud-Liban lui aussi. C'est aussi au contact de Khadr Saleme que Imad Mournier va être lié au Fatah et ils vont constituer un groupe de Libanais qui faisait partie du Fatah et il connaîtra Anis en 77-78. Ensuite, ce petit groupe a été chapeauté par un homme qui était proche de Yasser Arafat, une figure palestinienne importante qui avait joué un rôle important dans l'histoire de la résistance palestinienne au Liban, qui s'appelait Raji Najat. Et Raji va lui aussi être fasciné par le dynamisme et l'efficacité de ce jeune militant, et donc il va lui donner de plus en plus de prérogatives, de moyens. Imad Mournier. Aurélie Daher, chercheuse spécialiste du Hezbollah. C'est un petit peu rigolo parce que vu depuis l'Occident, c'est un peu le fantomas du Hezbollah. Il y a énormément d'histoires, dont d'ailleurs, certaines sont parfois un petit peu fantasques, qui circulent sur son compte. On a même eu des films américains, des blockbusters, qui se sont inspirés de son personnage. C'est une grande obsession américaine, je pense, Imad Mournier. Et ça, c'est lié au fait que, en l'occurrence, Robert Baer, ex-agent de la CIA, a passé une grande partie de sa vie à essayer de lui mettre la main dessus, et ça a muté en une grande frustration, la grande frustration de sa vie. Mais pour autant, quand on remet Imad Mournier dans son contexte, là, cette fois-ci un peu plus réel, organisationnel, si on le remet dans l'histoire du Hezbollah, certes, il a été important, il n'a pas été important tout seul. C'est-à-dire qu'il a travaillé en équipe avec d'autres personnes de sa génération qui avaient les mêmes compétences que lui. En l'occurrence, son histoire démarre, j'ai envie de dire, en tout cas pour ce qui nous intéresse, il démarre avec ses relations avec le Fatah palestinien. Donc, il va travailler avec le Fatah pendant quelques temps, mais c'est là qu'il va surtout apprendre à manier les armes.
Je répète, c'est pas un cas isolé, hein. Plusieurs militants chiites libanais travaillaient avec les Palestiniens au Liban dans les années 70. Et puis, il y a quelque chose qui est intéressant dans Imad Mournier, c'est qu'en fait, il est arrivé vers le Hezbollah paradoxalement assez tardivement par rapport à d'autres combattants du même calibre. Et il a, un moment été, garde du corps, d'un grand, religieux, Mohamed Hassan Fadlallah, qui sévissait dans la banlieue sud, mais qui n'a jamais, eu de lien organique avec le Hezbollah, qui d'ailleurs a eu des relations parfois compliquées avec le Hezbollah. Puis après, Imad Mourni a travaillé pour les Iraniens et c'est à partir de là, en fait, c'est à ce moment-là qu'il fait son arrivée dans le Hezbollah, c'est qu'il arrive dans le Hezbollah en tant que détaché par les Iraniens pour justement, un peu aider à la formation militaire. Et puis là, il reste et il devient il fait partie du top 10, on va dire, des personnages militaires et sécuritaires de l'organisation. Donc, Imad Mournier va être envoyé par Rajid Najami, lui et Ali Dib, pour se charger de la protection de Saïd Mohamed Hassan Fadlallah à la fin des années 70. Walid Shara. Dans la constitution de la mouvance qui va donner naissance au Hezbollah, c'était le Saïd Mohamed Hassan Fadlallah. Les liens entre Imad Mournier et des militants iraniens commençaient à se développer. Les Iraniens aussi vont très vite le remarquer. Et donc, à partir de 79-80, lui aussi, même un peu avant, il était aussi rentré dans une phase de transformation intellectuelle. Pour lui aussi, l'islam est devenu le référent pour la lutte contre l'impérialisme, les occupations militaires et les régimes tyranniques. C'est quelqu'un qui va s'emballer pour la ligne représentée par l'imam Khomeini et qui va jouer un rôle important ensuite à partir de 1982, parce que c'est quelqu'un qui va être très engagé dans les combats contre l'invasion israélienne. D'abord, lui et nombre de ses amis vont jouer un rôle important dans la bataille de Khaldé. Lorsque l'armée israélienne arrive aux abords de Beyrouth en 82, il ira ensuite aussi, lui et beaucoup de ses compagnons, participer à la bataille, parce que l'offensive israélienne, l'armée israélienne encerclait Beyrouth littéralement, et encerclait Beyrouth du sud de Beyrouth, Khaldé, toute la zone, en passant par les régions est. Notamment, il y avait une ligne de démarcation entre la région de Hayy Salloum et la région de Kfar Shima. Et là-bas, il y a la faculté des sciences de l'université libanaise. Il y a eu une bataille acharnée dans la faculté des sciences. Donc, Imad Mourni était, durant cette période, participé à droite et à gauche aux batailles, jouait un rôle important. Et ensuite, après le départ de la résistance palestinienne de Beyrouth, c'est quelqu'un qui va jouer un rôle important dans la structuration des premiers groupes. Il est indéniable que c'était quelqu'un de très exceptionnel. Cela dit, il a travaillé avec un groupe de personnes de très grande qualité du point de vue militaire, organisationnel, et avec lesquels il a pu faire des choses, entre guillemets, exceptionnelles d'un point de vue militaire. Je ne sais pas si avec d'autres personnes, il aurait pu faire la même chose, notamment avec l'un des chefs militaires du Hezbollah qui a été tué durant la dernière guerre, la guerre des 66 jours, qui s'appelait Abou Fadl al-Karaki. À la fin de 82, Rafi Madayan, ancien responsable du Parti communiste libanais. Imad Mournier, le Haj Mournier, Imad, a commencé à organiser des petites cellules de résistance, mais il était soutenu par les cadres libanais du Fatah, c'est-à-dire que les lieutenants libanais qui étaient au sein de Fatah, qui se disaient Al-Qita' al-Gharbi, c'est-à-dire le secteur ouest, c'est-à-dire le secteur palestinien, les cadres libanais de ce secteur anti-israélien, ces Libanais envoyés vers Imad Mournier pour qu'ils organisent ensemble les premières cellules de combattants de la résistance islamique au sud du Liban. C'est pourquoi en 83, Arafat a dit nos combattants au Liban sont soutenus par le Fatah. Moi, Yasser Arafat, le Fatah, Abu Jihad, on est en train d'aider les combattants de Imad Mournier et d'autres combattants de la résistance
islamique, entre guillemets, parce que dans le temps, c'est vrai qu'ils avaient un penchant islamique, Imad Maghni, Ali Dib et autres lieutenants qui ont formé après la résistance islamique, mais ils soutenaient la résistance iranienne, la révolution iranienne, ils étaient pro-iraniens, mais en réalité, c'était des cadres du Fatah, c'était des gens issus du Fatah. C'est après 83, après 84 qu'il y a eu des combattants chiites libanais qui ont été organisés et formés par les pasdarans iraniens qui sont venus à travers la Syrie à Baalbek. Mais à cette époque, si les islamistes sont encore minoritaires dans la lutte, il existe au Liban, aux côtés des Palestiniens, de nombreux courants et partis, notamment de gauche, influents et luttant contre Israël, ou désirant changer le régime politique du pays, nous l'avons dit, accaparé par une minorité. Notons tout d'abord le Parti communiste libanais, sûrement le plus structuré alors, financé notamment par l'URSS, mais aussi le PASA, la branche libanaise du Front populaire de libération de la Palestine, ou bien l'Organisation d'action communiste au Liban, l'OACL, Le Parti communiste dès 69, Rafi Madayan, lorsque la création du bureau militaire, de branche militaire au PC, les jeunes bénévolents du Parti communiste de toutes les communautés, toutes les régions sont partis vers la Jordanie à partir de 68-69 pour aller s'entraîner dans les camps palestiniens de Jordanie et dans les camps de Syrie aussi. À partir de 69, il y a des combattants libanais communistes qui sont allés en Syrie avec la Saïka, qui était une organisation de fédéines palestiniens baassistes qui était soutenue par le régime de Salah Jdid avant Assad, le régime syrien. Ils ont entraîné aussi les combattants communistes dans la région de Yabroud. C'est une région frontalière avec le Liban. Ou un dernier parti, plus compliqué à classer politiquement, le Parti social national syrien, ou Parti populaire syrien, un parti laïque fondé par Antoun Saadé, en opposition au mandat français à l'époque, et défendant l'indépendance au sein d'un État-nation de la Grande Syrie, s'étendant donc sur tout le Mashrek. Lorsque l'on parle de volonté de renverser le régime libanais, il faut noter que ce parti, le PSNS, a par deux fois tenté un coup d'État, en 1949 puis en 1961. Nos frères palestiniens, nous les avons admis comme réfugiés, nous leur avons donné une hospitalité que personne, aucun pays au monde, ni arabe, ni étranger, ne leur a donnée. Mais ils ont abusé de cette hospitalité pour créer cette anarchie dans le pays. Mais c'est le déclenchement de la guerre civile en 1975, que l'on caricature trop souvent comme ayant opposé chrétiens et musulmans, qui va voir s'opposer parfois, mais s'unir aussi, ces mouvements au sein du Front de la Résistance nationale libanaise, FRNL, dirigé par Georges Aoui, le secrétaire général du Parti communiste libanais, qui va faire sien le principe de la Mukawama, la résistance en arabe, car c'est ainsi aujourd'hui qu'on désigne le Hezbollah, qu'on désignait déjà à l'époque la résistance libanaise. Il y avait des groupes Hussein Haj Hassan, qui ont participé à la résistance. Il y a beaucoup de groupes, le Parti communiste, les Amal, le Parti social national, les Nasserites, beaucoup de groupes de gauche, des socialistes qui ont participé à la résistance. Il y a eu des martyrs, des blessés, des prisonniers, de tous les partis, de toutes les confessions, de tous les Libanais. Mais la question qui a pu continuer, qui n'a pas pu continuer, c'est une question de moyens ou bien de possibilités. Et ceux qui n'ont pas pu continuer, ils étaient toujours alliés à la résistance, ils ont toujours été attachés à la résistance. Avant 82, Rafi Madayan, pendant les années de la guerre civile entre 75 et 82, au Liban, il y avait l'OLP, les factions de la résistance palestinienne qui s'étaient alliées au mouvement national libanais et surtout avec le Parti communiste libanais et d'autres organisations de gauche. D'ailleurs, la gauche libanaise a été épaulée et même les combattants durant la guerre civile de la gauche libanaise ont été soutenus et entraînés
par les groupes de fédéines palestiniens. Le Parti communiste avait déjà une organisation militaire. Je vous dis qu'à partir de 81, en parallèle de la constitution de la milice de Bachir Gemayel, les forces libanaises qui ont commencé à organiser leur armée dans les régions est qui étaient occupées par le mouvement droite libanais, les partis de droite libanaise, les Kataeb, les Chamounistes. Le Bachir Gemayel a organisé, avec l'aide des Israéliens après 77, 78, il a organisé une armée d'environ de 6 000 hommes. 6 000 jeunes chrétiens ont été enrôlés dans une armée nommée les forces libanaises. En même temps, le mouvement national libanais aussi, en contrepartie, s'était organisé, a commencé à entraîner des jeunes et le Parti communiste a entraîné des milliers de jeunes, de membres. Enfin, je veux dire, le nombre des combattants qui existaient en 80-81 au sein du Parti communiste, environ 3000 combattants réguliers, et à côté, il y avait 8000 combattants de milices, c'est-à-dire c'était une grande armée aussi. L'armée du Parti communiste, c'était d'ailleurs une des forces principales qui participait au combat pendant la guerre civile et qui était présent sur tous les fronts intérieurs au Liban et aussi au sud du Liban contre les incursions ou les attaques israéliennes. Aujourd'hui, 14 heures, à l'extrême pointe nord d'Israël. Tranquillité apparente aussitôt contredite par le bruit et la poussière des tanks israéliens qui patrouillent sur la route frontière entre Israël et le sud Liban. La guerre est juste derrière ces montagnes. Et c'est plus spécifiquement l'invasion israélienne de Beyrouth, à partir du 6 juin 1982, qui va modifier la scène de cette résistance. Elle succède surtout à une offensive dans le sud du pays, lancée préalablement en 1978, l'opération Litani, qui avait vu la région laissée sous contrôle d'une force supplétive des Israéliens, qui s'étaient eux peu après retirés. C'est-à-dire que le Parti communiste, avant l'invasion israélienne, était préparé pour faire la résistance, pour organiser une résistance secrète de type guerrilla warfare pour faire face à l'occupation israélienne. C'est-à-dire que le Parti communiste, avant l'invasion, s'était préparé parce qu'il avait des informations de la part des Russes, des Soviétiques, des Bulgares, qui avaient même passé des informations à Georges Habash et à Yasser Arafat que Ronald Reagan et les Israéliens, le gouvernement de Menachem Begin, se préparaient pour attaquer l'OLP au Liban et envahir le Liban. En 1982, si l'objectif déclaré d'Israël au moment du déclenchement de cette opération était déjà de détruire les infrastructures de l'OLP dans une profondeur d'une quarantaine de kilomètres au nord de la frontière séparant les deux pays, l'objectif réel était la destruction de la résistance palestinienne en allant jusqu'à Beyrouth et en modifiant, si nécessaire aussi, la structure confessionnelle ou en partageant le Liban pour en faire un État chrétien allié d'Israël. En 1981 déjà, Oded Yenon, un expert en stratégie proche d'Ariel Sharon, défendait la théorie visant à susciter ou instrumentaliser les antagonismes chez ses ennemis afin de vaincre et d'imposer son hégémonie. Depuis les années 1950, de nombreux responsables militaires et donc politiques israéliens défendent l'idée d'une partition du Liban et réaffirment leur volonté d'annexer le sud jusqu'au Litani. Peut-être que Yasser Arafat croyait que l'armée israélienne allait envahir vers 40 km, c'est-à-dire arriver jusqu'à Saïda au Litani, le fleuve Litani, alors que Georges Hawi savait un peu plus parce qu'il y avait des camarades chrétiens qui s'étaient
entraîné avec les forces libanaises qui étaient intégrées aux forces libanaises dans les régions chrétiennes de Beyrouth-Est. Et ces combattants des forces libanaises de Bachir Gemayel ont été envoyés avant plusieurs mois en Israël pour se préparer à l'invasion, à l'attaque contre le Liban. Ces chrétiens, nos camarades chrétiens sont revenus au Liban, dans les régions Est. Ils nous ont secrètement envoyés à George Hawi pour dire qu'on s'était entraîné en Israël pour contrôler et envahir des régions semblables à Beyrouth, semblables aux rues de Beyrouth. C'est pourquoi Georges savait que les Israéliens allaient entrer à Beyrouth. Donc, il a organisé la branche militaire, les forces militaires du Parti communiste en 4 catégories. Les milices, deuxièmement, les forces spéciales, troisièmement, les forces de sécurité, les appareils d'intelligence. Et quatrièmement, il y avait les forces combattantes régulières. Les forces spéciales, les commandos qui étaient très bien équipés et très bien entraînés, ils avaient beaucoup d'expérience sur le terrain. Ces forces spéciales n'ont pas combattu l'invasion israélienne. Ils ont commencé leur combat après l'invasion, c'est-à-dire après l'entrée des troupes israéliennes à Beyrouth. Les forces spéciales du Parti communiste se sont transformées en FRNL, le Front de résistance. Ce sont eux les premières cellules de combattants qui ont commencé à Beyrouth les opérations spéciales contre les troupes israéliennes. La percée très rapide de Ariel Sharon sur la capitale libanaise et le siège de Beyrouth-Ouest qui va s'en suivre est possible du fait de la supériorité de Tsahal d'une part, mais aussi du fait de la signature en 1979 d'un traité de paix avec l'Égypte qui permet à Israël d'ouvrir un front unique au nord en garantissant la non-intervention de son voisin au sud. Lors de cet assaut par voie terrestre, qui permet d'atteindre la capitale rapidement, par voie maritime, au moyen d'un débarquement amphibie à Saïda, mais également par voie aérienne, qui voit Beyrouth, mais aussi la plaine de la Beka se faire bombarder en anéantissant notamment la défense antiaérienne syrienne au Liban. Un premier cessez-le-feu est proclamé le 11 juin, soit 6 jours après le déclenchement des hostilités. Mais l'OLP refuse de quitter Beyrouth et Tsahal va mettre en place un siège en privant les habitants de la capitale d'eau et d'électricité. Face à cet encerclement, les combattants palestiniens et les forces syriennes sont évacués de Beyrouth, puis, le 31 août, Yasser Arafat lui-même rejoint Tunis grâce au soutien de la France. Après l'évacuation de troupes de l'OLP de Beyrouth le 30 août et le 1er septembre, Yasser Arafat et les plus de 10 000 combattants ont quitté Beyrouth. Avant eux, il y a eu les troupes syriennes aussi, de l'armée syrienne. Il y avait une troupe à Beyrouth qui a quitté aussi Beyrouth avant cette date, par la voie terrestre. Donc, les combattants libanais du mouvement national libanais, surtout la gauche, sont restés seuls à Beyrouth-Ouest. Les gens étaient encerclés plus de 3 mois environ 82 jours. Il y avait un blocus total, sans eau, sans électricité, même la nourriture en manquait. Les hôpitaux, il y a plusieurs hôpitaux qui étaient bombardés par les Israéliens, ont cessé à travailler. Donc, la situation était très difficile. C'est dans ce contexte d'occupation du Liban et de Beyrouth en particulier que vont se produire 2 événements majeurs pour la suite. La fondation du Front de la résistance nationale libanaise et la tentative de partition du Liban par les Israéliens. Le 23 août, c'est le chef des forces libanaises, la milice chrétienne d'extrême droite, Bachir Gemayel, qui est élu président de la République dans un pays occupé par Israël, avec lequel il s'est engagé préalablement à faire la paix. En riposte, il est assassiné par le camp de la résistance le 14 septembre. En représailles, Israël va permettre aux milices chrétiennes avec qui elle collabore de se venger sur la population palestinienne des camps de Sabra et Shatila.
La nuit du 15 au 16, il y a une troupe spéciale, Sariyat Batka. Les troupes spéciales d'environ 50 hommes sont rentrés pour liquider les cadres de l'OLP et des groupes palestiniens. Ils ont fait des assassinats à l'intérieur des camps de Sabra et Shatila. Après eux, tout de suite, la nuit du 16 jusqu'au la nuit du 18 septembre, il y a eu ces massacres des tueries, les milices de force libanaise, les milices de Saad Haddad, d'autres milices aussi libanaises à la solde d'Israël. Mais le FRNL, lui, ne va pas rendre les armes et entamer sa résistance armée dans Beyrouth occupée. Avant la date de 16 septembre, la date où il y a eu le communauté Georges Haoui Mohsen Brahim qui a demandé aux Libanais de résister par les armes l'occupation israélienne. Les troupes israéliennes, ils se sont basées dans 3-4 endroits comme l'immeuble de l'OLP à Konish Mazra'a. Ils ont eu une base aussi dans la région littorale de Hammam al-Askari, c'était le bain militaire, et à côté de l'Ayyubi, dans la région de Ain Mreisi. Et ils y ont eu une base aussi à côté de l'aéroport de Beyrouth. Les communistes, les combattants communistes, avec quelques groupes palestiniens, parce que c'est vrai que le FPLP de Georges Habash et même le FDLP, le Front démocratique de libération pour la Palestine, ont participé dans les premières opérations sans déclarer ouvertement, publiquement leur participation. Pendant ces 10 jours, 11 jours d'occupation, il y a eu plus de 12 opérations militaires, 2 opérations contre leur base à Konish Mazra'a, où ils ont envahi l'immeuble de l'OLP. Il y a eu le 18 septembre les 2 opérations à Pharmacie Boustros et la station de gasoline, la station Ayoub, dans la région de Patrakiye. Donc, le 18 septembre, il y a eu 2 opérations. Après, le 24, opération de Khaled Alouane, du Parti social national syrien. Khaled Alouane était un membre du Parti Qawmi, du Parti national syrien, qui était dirigé par une branche militaire. Le dirigeant, c'était Antoine Alam. Antoine Alam et Nabil Alam, ce sont eux qui ont organisé avec le Fatah l'assassinat de Bachir Jumayel. Khaled Alouane en faisait partie à ce groupe-là qui était dirigé par Antoine Alam, parce que la direction officielle de ce parti, Parti national social syrien, Anna Amrad, Abdallah Saadi, était hors Liban. Ils ont quitté en septembre, ils avaient quitté le Liban. Donc, c'est ce dirigeant militaire, Antoine Alam, c'est lui qui a pris part aux réunions avec les communistes qui ont organisé la résistance armée. Et puis, après Beyrouth, il y a eu le groupe de Mustafa Saad, les Nassériens de Saïda, et il y a eu d'autres groupes aussi qui ont participé. Mais la résistance, bien sûr, il y a eu des Nassériens de Beyrouth aussi, de la région de Konish Mazra'a, les ex-Mourabitoun, les ex-Nassériens qui étaient à Beyrouth, dans la région de Tariq Jdidi, ont pris part au combat. Mais les opérations principales de Beyrouth étaient faites par les communistes et par les nationalistes syriens qui étaient proches du Fatah. Pour dire la vérité, parce que les Palestiniens aussi ont pris part à ces combats, même si on n'a pas déclaré. Mais l'importance de ce combat du FRNL, c'était que pour la première fois, les forces patriotiques libanaises ont combattu l'occupation israélienne pour la libération du Liban, pas pour la libération de la Palestine. Et dans ce contexte d'occupation aussi, les militants chiites, notamment au sein d'Amal, vont décider de fonder une myriade de mouvements de résistance qui vont s'unir au sein de Hezbollah
en fondant la résistance islamique au Liban. Le concept de résistance est bien propre au Liban et il est essentiellement dû à son histoire, son antagonisme avec Israël et l'occupation par celui-ci du Sud-Liban, qui est un fait marquant dans l'engagement de nombreux militants. Après l'invasion israélienne de 82, Hussein Haj Hassan, député et ancien ministre du Hezbollah. la question essentielle, c'était qu'est-ce qu'on va faire? Beyrouth est occupée, le palais présidentiel, Israël est présent dans 2 tiers du Liban. Qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer. C'était la réponse directe des gens qui ont participé à cette réunion. C'était vraiment quelque chose d'incroyable. Devant cette situation, dire on va continuer, c'est pas si simple. Et nous avons continué. C'était pas si simple de dire bien, on va continuer. Pour le chiisme libanais, la révolution iranienne est un tournant dans son histoire contemporaine. Cette religion minoritaire dans le monde arabe, ayant développé une vision prophétique du monde, devient en fait une religion révolutionnaire. Avant 1979, de nombreux cadres et dirigeants iraniens étaient réfugiés au Liban et collaboraient avec le Fatah, Amal et aussi le parti Dawa. Le réseau tissé dans ces moments d'exil se révélera d'une grande utilité par la suite. Et donc après la révolution à Téhéran, si Amal et le Conseil supérieur chiite qu'elle dirige restent sur une ligne réformiste, le parti Dawa, et derrière lui de nombreux groupuscules islamistes présents au sud Liban, vont adopter les thèses de l'imam Khomeini. Ces forces vont peu à peu s'autodissoudre et s'unir pour œuvrer ensemble à la formation de Hezbollah au moment de cette occupation de 1982. À ce stade du récit, il faut comprendre que cette invasion du Liban en 1982 est donc primordiale pour comprendre le Hezbollah. La toute jeune résistance islamique au Liban n'est donc pas la seule, mais elle est en fait l'héritière de cette résistance libanaise et palestinienne, et qu'elle en forme un peu une synthèse de mouvements de gauche et de milieux croyants chiites. Le Hezbollah, en tant qu'organisation, démarre réellement en fait en 82. Aurélie Daher, chercheuse spécialiste du Hezbollah. À l'aune de la seconde invasion israélienne du Liban, donc au mois de juin. La première fois qu'Israël a envahi le Liban de manière réellement significative, donc c'était en 78, 4 ans auparavant. Pour autant, l'invasion de 82, elle est beaucoup plus ambitieuse que celle de 78. Elle est aussi bien plus violente, plus brutale et plus traumatisante pour les Libanais. Les Israéliens, en 82, mobilisent quand même 60 000 hommes au sol. Ce qui, pour envahir un pays comme le Liban, qui, je rappelle, est grand comme 1/3 de la Belgique, donc 60 000 hommes, c'est quand même pas rien, c'est énorme. Et les Israéliens vont bombarder de manière intensive par les airs, ils vont pilonner la côte par la mer, et le bilan va être catastrophique. On va avoir 20 000 morts, 30 000 blessés, et 90% des victimes sont des civils, dont la moitié des enfants de moins de 12 ans. Et du coup, en réaction à ce traumatisme, un certain nombre de groupes libanais de résistance vont s'organiser et ils vont venir idéologiquement de plusieurs horizons. La plupart d'ailleurs viennent de milieux militants de gauche, notamment communistes, mais d'autres groupes vont être issus de milieux croyants pratiquants chiites, de 2 zones différentes en l'occurrence, des milieux qui sont sur Beyrouth, mais aussi des milieux qui sont dans la Beka Nord, autour d'une ville qu'on appelle Baalbek. Et ces réseaux chiites, rapidement, en fait, ils fusionnent sous le nom de ce qui s'appellera la résistance islamique au Liban, la RIL, résistance islamique au Liban, qui a pour objectif de renvoyer Israël de l'autre côté de la frontière. Et donc, c'est une organisation qui est à 100% militaire. Et, quelques mois après, elle se donne un pendant civil, une annexe civile, et qui prend le nom de Hezbollah. Et là, j'ai envie de dire, il faut apporter une petite précision, parce qu'en Occident, il y a une forme d'abus de langage, dans le sens où on confond dans le mot Hezbollah à la fois le militaire et le civil, et alors qu'en réalité, un petit peu comme on a pu avoir en Irlande il y a quelques années, vous savez, la différence entre l'IRA, le Irish Republican Army, et puis le Sinn Féin, donc une organisation militaire, et puis de l'autre côté, quelque chose de complètement civil et politique. Là, on a la même chose, on a la résistance islamique et puis on a le Hezbollah, 2 organisations qui servent toutes les 2 la même cause, et puis avec évidemment des va-et-vient entre les 2 organisations. Mais voilà, on a initialement, ça démarre comme une aventure purement militaire,
avec la résistance islamique et puis qui s'appuie dans un second temps sur le Hezbollah qui va fonctionner comme un réseau d'institutions civiles. Le Hezbollah s'est créé officiellement Walid Sharaha. avec l'appel aux déshérités en 1985. En réalité, il y a eu une conférence à Téhéran en 82, en juin 82, au moment même où l'agression israélienne a eu lieu contre le Liban. Et la décision de créer le Hezbollah a été prise à ce moment-là par un congrès auquel participait un groupe de militants libanais et originaires du sud du Liban, de la Bekaa et différentes régions du pays. Et une partie de ceux qui participaient à cette conférence n'ont pas ensuite rejoint le Hezbollah, ont préservé, gardé leur dépendance, mais on va dire qu'à ce moment-là, la décision de créer le Hezbollah a été prise et tous ces militants, en tout cas Imad Mahdi, Abou Fadl Karaki, Fouad Shukr et d'autres, tous ces militants, eux, sont considérés comme membres du Hezbollah. Dans la volonté de défendre le pays contre Israël, ces jeunes militants chiites seront aidés par les Pasdaran, soit les gardiens de la révolution islamique iranien, notamment par ceux avec qui ils s'entraînaient dans les années 1970 au sein des camps du Fatah, dans la Bekaa, à l'est du Liban. On a parlé beaucoup du rôle de l'Iran Aurélie Daher. Dans la création de ce Hezbollah. Alors là encore, il faut apporter quelques précisions, parce qu'on a quelques idées reçues inexactes en Occident autour du rôle de l'Iran. La relation à l'Iran, elle existe, hein, elle est absolument assumée par le Hezbollah, mais elle est beaucoup plus nuancée, plus complexe que ce qu'on imagine habituellement. Alors non, l'Iran n'a pas créé le Hezbollah. Non, l'Iran n'a pas créé le Hezbollah. La résistance islamique au Liban, comme le Hezbollah d'ailleurs, ont été pensées par des Libanais et pour répondre à un besoin libanais. Et d'ailleurs, de manière un peu comique, l'ayatollah Khomeini était contre l'idée d'investir des forces, de l'énergie, de l'argent, du temps iranien dans ce qu'il estimait être l'aventure Hezbollah. Il ne pensait absolument pas que ça pouvait fonctionner, donc il n'avait absolument pas envie de perdre du temps avec ça. Il partait du principe aussi que c'était une perte de temps dans sa guerre à lui contre l'Irak de Saddam Hussein. Et donc, au final, il a fallu que des amis de la résistance islamique, des amis en Iran, insistent auprès du régime. Et le régime de guerre lasse envoie, alors on n'a pas de chiffre exact, mais quelque part entre 200 et 500 Pasdaran. Donc les Pasdarans, c'est les gardiens de la révolution, c'est une catégorie de militaires iraniens pour faire court. Donc les Iraniens vont envoyer quelques militaires, mais pour apporter aux Libanais avant tout un savoir-faire militaire et organisationnel. L'idée, c'est d'aider des gens qui n'ont pas de background militaire à monter justement donc un groupe paramilitaire. Et puis toute cette relation dont on parle aujourd'hui, qui est plus organique avec l'Iran, en réalité, c'est quelque chose de beaucoup plus récent. Et ça date en réalité de la seconde moitié des années 2000, avec l'arrivée au pouvoir en Iran du président Ahmadinejad. Elle va atteindre une vitesse de croisière, si je puis dire, dans les années 2010, dans le cadre de la guerre civile en Syrie. Et parce que là, effectivement, dans le cadre de cette guerre, là, on voit la résistance islamique et les Pasdaran travailler main dans la main en territoire syrien. Mais au démarrage, c'est vraiment quelque chose de très libanais. Les premières actions des groupes islamistes vont apparaître et monter en intensité en parallèle des dernières du front de la résistance nationale libanais, qui, dès 1985, va perdre son soutien de l'URSS. Jusqu'en 85, Rafi Madayan. 86, c'est-à-dire la majorité du Liban, de Beyrouth, de la région de la montagne et de la région de Saïda a été libérée par le FRNL principalement. Bien sûr, on a été soutenu par la Syrie de Hafez Assad. La majorité du Liban a été libérée par ce front de résistance nationale libanais qui était principalement animé par les communistes. Donc, les Israéliens, après 1985, se sont repliés dans la bande frontalière qui a été libérée en 2000, en mai de 2000. C'est-à-dire que le combat du Hezbollah, c'est une continuation du combat du FRNL. Et il faut évoquer qu'après
la chute de l'Union soviétique, après le collapse de l'Union soviétique, après que Gorbatchev a pris le pouvoir à Moscou en 1985, les Russes ont cessé de livrer des armes à la résistance communiste libanaise, parce que la dernière livraison a été faite en 1985. Il y a eu un navire qui est venu en Syrie à Tartous et qui a amené des armements lourds. Il y avait des chars type 62, il y avait des BM-21, les Katyusha, c'est-à-dire les lanceurs de Katyusha, de Grad, qui étaient mis sur des chars BM-21, il s'appelle. Et il y a eu des missiles anti-chars de type Malotka qui étaient utilisés par exemple par les armées arabes pendant les guerres de 73. Donc il y a eu beaucoup d'armements lourds qui étaient livrés à la résistance communiste en 85. Mais après 85, Gorbatchev et l'Union soviétique a changé de cas, ont changé de politique. Donc il n'y a pas eu de soutien militaire, logistique pour la résistance communiste libanaise. C'est pourquoi objectivement, la participation ou le poids des communistes dans la résistance a diminué, surtout après la fin de la guerre civile. Il y a eu des opérations aussi du FRNL à Alay, au Chouf, dans la région littérale de Chouf, jusqu'à Saïda. Et à Saïda aussi, il y a eu beaucoup d'opérations importantes. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement l'opération de 83 de Ahmad Kassir contre le QG, le quartier général israélien à Tyr, mais il y a eu d'autres opérations importantes faites par le FRNL aussi dans la région frontalière avant 85. Même en 84, le responsable du Haman israélien, qui était le responsable militaire de toute la région frontalière, qui était un certain Abu Nour, qui s'appelait en libanais. Je ne connais pas son nom israélien, mais c'était un colonel qui a été éliminé, liquidé par le FRNL dans la Beka Ouest, dans le village de Majd el-Balhis. Mais à défaut de cet armement lourd évoqué plus tôt, la toute jeune organisation révolutionnaire chiite, qui se fait encore parfois appeler djihad islamique, va orchestrer au Liban une série d'attaques que l'on nomme tour à tour kamikaze, suicide ou opération martyr. Ainsi, le jeune Ahmad Kassir va, au volant de son camion dont les freins ne fonctionnent quasiment plus, faire sauter le QG de Tsahal à Tyr, ville côtière du sud, faisant plus de 75 morts. La première attaque qui va être menée contre le QG militaire israélien à Tyr, Walid Sharaha. Le 11 novembre 82, c'est Abou Fadl al-Karaki qui va superviser et diriger le martyr Ahmad Assir qui va mener cette opération, ces opérations kamikazes. Ensuite, il y a eu nombre d'attaques, des attaques de guérilla, c'est-à-dire des embuscades aux patrouilles de l'armée israélienne qui occupaient à l'époque l'intégralité du Liban Sud jusqu'aux abords de Beyrouth, mais aussi des attaques kamikazes ailleurs contre l'armée israélienne. D'autres attaques kamikazes qui vont être menées à Beyrouth, notamment contre l'ambassade américaine en avril 83, contre les Marines américains en octobre 83 aussi, une deuxième tentative contre un autre local de l'ambassade américaine en septembre 84. Ce qui est sûr, c'est que Mohamed Morni va être parmi le noyau dur qui va créer la structure militaire du Hezbollah et qui va ensuite jouer un rôle aussi dans l'évolution de cette structure militaire. Parce qu'au départ, le Hezbollah, c'est un petit groupe politico-militaire qui devient ensuite une résistance qui devient bien plus importante d'un point de vue numérique, du point de vue des moyens aussi. Voici ce qui reste des deux bâtisses à 2 étages, une ancienne école dont l'armée israélienne avait fait son quartier général à Tyr.
Ce matin, 5 heures, une camionnette chargée d'explosifs force le dispositif de sécurité. Les sentinelles postées près des bâtiments et sur les toits tirent aussitôt et parviennent à stopper le véhicule dans sa course folle. Immédiatement, la camionnette explose. À l'endroit de l'explosion, un immense cratère. Le bâtiment juste en face, dans lequel se trouvait un dépôt de munitions, s'effondre sur le coup. L'autre, soufflé par la déflagration, s'affaisse à moitié. À l'intérieur des bâtisses se trouvaient plus d'une centaine de personnes, dont 70 soldats israéliens, ainsi que des prisonniers palestiniens ou libanais, car le quartier général abritait également les services de renseignement israéliens. Les attentats martyrs ou kamikazes apparaissent donc à cette époque au Liban. Le premier d'entre eux a été commis, du fait de la guerre opposant l'Iran et l'Irak, le 15 décembre 1981, contre l'ambassade irakienne à Beyrouth. L'Irak de Saddam Hussein, soutenu par l'Occident, était alors engagé dans la guerre contre la jeune République islamique d'Iran, tout en réprimant durement son opposition chiite à l'intérieur de ses frontières. Cet attentat est attribué au parti chiite irakien Dawa, qui avait développé des branches au Liban et dont plusieurs membres rejoindront le Hezbollah. Pourtant, ce moyen d'action n'est pas alors exclusif au parti islamiste. Ainsi, le 9 avril 1985, Sana Rialdali, jeune femme, membre du Parti social national syrien, dont on rappelle qu'il est laïque, alors allié au Parti communiste libanais, devient la première femme à faire un attentat suicide contre un poste militaire israélien qui fera 4 morts. Sana est libanaise. Elle a 17 ans, elle va mourir, elle le sait, ses mains tremblent. Mais elle veut mourir en tuant des Israéliens au volant de sa voiture bombe. Elle le dit dans cette interview exclusive à la télévision libanaise. Elle explique « Je veux libérer mon pays de l'occupant, j'ai choisi de mourir pour l'indépendance de la nation libanaise. » Plus exceptionnel encore, cette adolescente de 17 ans appartient à un parti laïque pro-syrien. Elle entend prouver que la voiture kamikaze n'est plus le monopole des extrémistes islamiques. 2 heures après cette interview, elle jette sa voiture bourrée d'explosifs sur un convoi militaire au sud Liban. Elle emporte dans la mort 2 soldats israéliens et un civil libanais. D'abord, revenons à l'époque de la création de Hezbollah entre 82 et 85. Jawad, officier supérieur du Hezbollah. Nous étions dans une phase où il y avait des cellules séparées les unes des autres et les individus n'avaient donc aucun lien entre eux. Personne ne savait qui menait des opérations bien précises et nous menions des opérations de type embuscade. Bien sûr, cette tactique utilisée était liée à la nature de la zone dans laquelle était déployé l'ennemi et à la nature de cet ennemi, mais aussi au type d'armement dont disposait la résistance à cette époque. Nous parlons d'un ennemi qui occupait une zone qui allait de la frontière avec la Palestine jusqu'à la capitale, ou presque. Et donc, il y avait un déploiement militaire important, ce qui offrait l'occasion de mener les attaques contre les patrouilles israéliennes ou des positions de l'occupant. En fait, il s'agissait principalement des tactiques de guérilla, c'est-à-dire des embuscades, des attaques contre des positions, des tirs de roquettes ou des jets de grenades, et en plus, des opérations kamikazes, en fait, quelques opérations martyrs qui ont été menées à l'époque. En 1985, le Hezbollah publie une charte, sa première, dans laquelle il présente ses objectifs, dont la résistance armée contre l'occupation israélienne au Liban à la suite de son invasion du pays en 1982. S'il existe un flou du fait des difficultés de se réunir et de communiquer notamment sur les mots d'ordre du Hezbollah jusqu'en 1985, certains pensant que le parti souhaitait établir une république islamique au Liban, cette charte, rendue publique à l'occasion de la première commémoration du martyre du cheikh Raeb Harb, va préciser les intentions réelles du Hezbollah au Liban. Et pour appuyer cette décentralisation et la multitude de groupes aux opinions et aux modes d'action diverses jusqu'à cette date, précisons que c'est à cette même occasion qu'ils vont enfin revendiquer l'opération effectuée à Tyr 3 ans plus tôt par Ahmed Kassir, qui appartenait alors à un groupe dirigé par Ali Dib et Imad Mournier. Nous verrons dans l'épisode suivant que d'un point de vue militaire, pourtant, il ne pratiquera plus les opérations martyrs pour se transformer en force d'infanterie très efficace. En effet, depuis la fin en 1988 de la guerre opposant l'Irak et l'Iran, ce dernier soutient toujours le Hezbollah libanais, mais de manière moins intransigeante, en cela
qu'il ne souhaite plus l'exportation de sa révolution islamique en dehors de ses frontières, et que de manière pragmatique, il se rapproche aussi de la Syrie, balayant ainsi les divergences passées, et le Hezbollah va donc pouvoir se consacrer non seulement à la résistance contre l'occupant, mais aussi s'insérer dans la vie politique libanaise en choisissant d'y participer, ce qui n'était pas tout à fait son programme à sa fondation, et qui lance de grands débats et frictions au sein du parti à cette occasion. Au printemps 1985, c'est avec les visages des otages au Liban que les journaux français diffusent tous les soirs à 20h que le grand public découvre le Hezbollah. Les ravisseurs dénoncent la politique française au Moyen-Orient et exigent l'arrêt du soutien au régime de Amin Gemayel, qui a succédé à son frère au Liban, et à celui de Saddam Hussein en Irak. Les thèses et le vocable des revendications sont roménistes. Les services spéciaux du renseignement français cherchent même à les libérer, mais en juillet 1985, l'affaire Greenpeace les contraint à oublier leur plan et à faire profil bas, car l'opération militaire était très risquée du fait des dommages collatéraux possibles, beaucoup trop importants dans ce quartier de la banlieue sud à forte densité civile. Si la guerre civile libanaise a connu plus de 17 000 kidnappings par toutes sortes de groupes ou de clans, ceux qui nous concernent sont revendiqués par des organisations dont les noms, Djihad islamique, l'Organisation de la justice révolutionnaire ou encore le Mouvement des déshérités, laissent penser que le Hezbollah, même s'il le nie, est impliqué. Et 1985 est aussi une année marquée par les attentats à la voiture piégée de dynamite dans la banlieue sud, notamment le vendredi 8 mars 1985, lorsqu'une tentative d'assassinat menée par une unité libanaise proche de la CIA vise la mosquée de Mohamed Hussein Fadlallah, dont nous avons parlé plus tôt, faisant plus de 300 morts et blessés, essentiellement des femmes, sortant du service de la prière. La guerre avec l'Occident est réellement engagée. À ce stade du récit, l'on comprend que l'invasion de Beyrouth et l'occupation du Sud par les Israéliens en 1982 vont être décisives pour le milieu militant chiite, que celui-ci soit ancré au sein du parti réformiste d'Amal, révolutionnaire comme Dawa, ou provenant du Fatah ou des partis de gauche libanais qui, eux, vont encore résister jusqu'en 1985, puis tenter de sortir de la guerre civile libanaise. Mais l'arrêt progressif de cette forme de résistance à gauche notamment est aussi dû à la décision de l'URSS de stopper ses livraisons d'armes au Liban dès cette époque. L'épisode suivant sera donc consacré à l'évolution politique et militaire du Hezbollah des années 1990 jusqu'en 2023.